Au sommaire de ce journal, Guinée équatoriale, Théodore Obiang Nguema a été réélu pour un nouveau septennat au thème de la présidentielle du 20 novembre. Les résultats officiels ont été annoncés par la commission électorale. L'ex-chef de file des jeunes patriotes, Charles Blé Goudé, a effectué son retour ce samedi 26 novembre à Abidjan après 11 ans d'exil politico-judiciaire. Mondial 2022, de violentes émeutes éclatent à Bruxelles entre Marocains et Belges après la victoire du Maroc sur la Belgique à l'issue du match qui a opposé les deux pays. Plusieurs dégâts matériels sont à déplorer. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Afin de suspense en Guinée équatoriale, le chef de l'État sortant, Théodore Obiang Nguema, a été réélu avec 94% des suffrages exprimés au thème de la présidentielle du 20 novembre. Les résultats officiels ont été annoncés par la commission électorale. L'homme qui cumule cette année 43 ans de règne sans partage à la tête de son pays rempile donc pour un nouveau septennat. Théodore Obiang Nguema Bassongo a été réélu président de la Guinée équatoriale. Selon la commission électorale, il a enregistré 94,4% des voix du scrutin de dimanche dernier. Au pouvoir depuis 43 ans, le dirigeant du petit pays d'Afrique centrale va entamer son 6e mandat. Les résultats de l'élection générale proclament solennellement son Excellence Obiang Nguema Bassongo, président de la République de Guinée équatoriale, pour un mandat de 7 ans. L'organisme a aussi déclaré que le taux de participation était de 98%. Ce dénouement était attendu alors que le chef d'État de 80 ans bénéficiait du soutien d'une coalition de 15 partis et n'a jamais officiellement obtenu moins de 90% des voix. L'opposition n'a décroché que quelques milliers de voix. L'opposition a parlé des petites irrégularités. C'est ce que nous-mêmes nous avons constaté sur le terrain. Mais ces petites irrégularités et imperfections ne sont pas de nature à entacher globalement le bon déroulement de ce scrutin du 22 novembre de cette année. Le 20 novembre, je voudrais dire. La coalition de Théodore Obiang, le Parti démocratique de Guinée équatoriale, a aussi remporté la totalité des 100 sièges de la Chambre des députés et 55 des 70 sièges du Sénat. Les uns après les autres, les partenaires stratégiques du Mali impliqués dans les opérations de sécurisation du territoire malien menacé par les hordes djihadistes annoncent leur retrait pour 2023. Pour les autorités maliennes, il appartient avant tout aux Maliens de créer les conditions d'une sécurisation de leur pays par eux-mêmes. Le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, s'exprimait au micro de nos confrères d'Africa 24. Les efforts de l'État malien dans la gestion de la crise politique et sécuritaire se poursuivent. Dans le même temps, à l'instar de la France, ses partenaires militaires engagés dans la lutte contre le terrorisme annoncent le retrait de leurs troupes les uns après les autres. Le Royaume-Uni, la Côte d'Ivoire, mais aussi l'Allemagne ont annoncé leur départ à partir de 2023. Pour Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères, chaque État est libre de ses choix et le Mali a la capacité de faire face aux menaces sécuritaires. Ces présences dont vous parlez ont été au Mali pendant 9 ans. Justement, ça n'a pas produit l'effet qu'il faut. Et le Mali compte d'abord sur lui-même pour assurer la sécurité. Nous avons indiqué que la responsabilité première de la sécurisation de notre pays va reposer sur notre propre stratégie de sécurité. Ensuite, sur nos capacités en matière de défense et de sécurité. Et aujourd'hui, l'État a fait des investissements conséquents pour essayer de renforcer la sécurité. Il y a des améliorations. Sécurité ou développement, le ministre Abdoulaye Diop rassure sur la capacité du Mali à transformer chaque crise en une opportunité de croissance, alors que la France a annoncé mi-novembre la suspension de son aide au développement. Tout pays souverain peut décider de continuer sa relation ou sa coopération avec le Mali ou l'arrêter à tout moment. Mais on ne peut pas le faire dans le mépris du Mali, dans le mépris des Maliens, dans l'ignorance de l'existence d'un État au Mali. Nous, Maliens, nous estimons que cette décision constitue aussi des opportunités pour le Mali, qui n'est pas un pays pauvre, dont les populations sont pauvres, mais le pays regorge de ressources humaines et de ressources naturelles. Et qu'en regardant de près, il y a des moyens de pouvoir générer des ressources. À noter que le gouvernement de transition réitère son attachement à la paix
à la sécurité et au respect de la souveraineté du Mali. Selon les autorités maliennes, le référendum constitutionnel prévu en 2023 reste une opportunité pour une stabilité durable dans le pays d'Afrique de l'Ouest. C'est incontestablement le gros titre de l'actualité politique en Côte d'Ivoire. L'ex-chef de file de Jeunes Patriotes, Charles Blé Goudé, a effectué son retour ce samedi 26 novembre à Abidjan après 11 ans d'exil politico-judiciaire. Cet ancien ministre de Laurent Gbagbo a été porté triomphalement par une foule en liesse dans son fief de Yopougon. Retour sur les faits dans ce reportage. Charles Blé Goudé a été chaleureusement accueilli par ses sympathisants ce samedi dans la commune de Yopougon du district d'Abidjan. L'ancien ministre ivoirien de Laurent Gbagbo faisait son premier grand discours au pays après 10 ans d'absence depuis les violences post-électorales de 2010-2011. En réalité, quand on m'a dit de venir, c'était franc, c'était sincère. C'était franc, c'était sincère. C'est pourquoi je remercie ici à Yopougon. Ici, je remercie les autorités de la Côte d'Ivoire pour avoir facilité mon retour ici. Parmi vous ici, je vous vois aujourd'hui, c'est grâce à eux. Il faut l'applaudir très fort. Surnommé le général de la rue pour sa capacité à galvaniser la foule, l'ancien homme de main du président déchu Laurent Gbagbo a été acquitté de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale en 2021 et a obtenu un passeport ivoirien en mai dernier. Je vais prendre toutes les informations. À cette même place, on fera un meeting politique où je vais aborder tous les sujets. Et comme la presse est là, je donne rendez-vous à la presse dans quelques semaines à une grande conférence de presse où nous allons aborder tous les sujets. Je dis bien tous les sujets. Charles Blé Goudé a déclaré que son devoir était de soutenir le processus de paix. Le quinquagénaire est la dernière grande figure pro-Gbagbo de la crise post-électorale à rentrer en Côte d'Ivoire. Restons en Côte d'Ivoire, mais cette fois pour parler économie, avec le Salon pour la transformation et la consommation de l'Anarcade qui s'est tenu les 24 et 25 novembre dernier à l'auditorium de la Caisse Table Plateau à Abidjan. Ce salon, qui a connu la participation de tous les acteurs du secteur, avait pour entre autres objectifs la présentation des potentialités économiques de l'Anarcade. Reportage. L'auditorium de la Caisse Table au Plateau a servi de cadre au Cashew Connect Côte d'Ivoire du 24 au 25 novembre dernier. Des conférences, tables rondes et expositions ont marqué ce rendez-vous des producteurs, transformateurs et consommateurs de cajou. Aujourd'hui, avec le salon du Cashew Connect Côte d'Ivoire 2022, nous sommes vraiment heureux parce que c'est une ouverture sur l'extérieur. Ce salon-là nous permet aujourd'hui de rencontrer des potentiels clients, des partenaires, de voir nos concurrents qui ne sont pas en fait nos concurrents, mais nous tous nous travaillons dans cette même optique-là. Le Cashew Connect Côte d'Ivoire a vu également la participation de partenaires européens intéressés par le potentiel économique du secteur de l'anarcade ivoirien. Moi, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de produits qui sont à la hauteur, qui ont un très haut niveau en termes de qualité, d'emballage, et on voit qu'ils sont prêts pour les marchés internationaux. Et on est ici pour voir comment on peut travailler avec le secteur privé ivoirien. Moi, je suis des Nations Unies, d'une organisation qui s'appelle l'ONUDI, et notre projet, ça fait le lien entre le secteur privé ivoirien et les entreprises européennes allemandes. Rappelons que la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial d'anarcade et compte transformer 50% de sa production à l'horizon 2025. Au moins 11 personnes ont été tuées ce dimanche à Yaoundé, au Cameroun, dans un éboulement de terrain. Le drame est survenu alors qu'une foule s'était rassemblée pour une cérémonie d'hommage à des défunts. Regardez. Au moins 11 personnes ont trouvé la mort dimanche dans un affaissement de terrain lors d'une réunion en hommage à des défunts dans un quartier populaire de Yaoundé, la capitale du Cameroun. Des familles s'étaient réunies dans l'après-midi pour une cérémonie de commémoration quand le sol s'est affaissé sous une partie de l'assistance. Le gouverneur de la région centre, dont Yaoundé est le chef-lieu, a expliqué que la zone était dangereuse. C'était un incident malheureux qui est survenu encore cette fin d'année, où les familles sont endeuillées. Quand vous voyez même la zone, vous savez que c'est la zone très dangereuse. Et il serait judicieux et nécessaire pour que ces populations commencent à réfléchir comment partir avant que l'administration ne vienne.
Des rescapés ont témoigné avoir creusé avec leurs mains pour essayer de sortir des victimes des amasses de terre. Les recherches pour retrouver d'autres victimes ensevelies ont été interrompues en fin de soirée avant une reprise prévue ce lundi. Autre catastrophe naturelle, autre continent. En Italie, un glissement de terrain est survenu samedi sur l'île d'Ischia, dans le sud du pays, a causé la mort d'au moins 7 personnes, dont des enfants. Ce matin encore, les sauveteurs s'activent à secourir d'autres rescapés. Le bilan humain du drame survenu sur l'île d'Ischia en Italie continue de s'alourdir. Selon les autorités locales, au moins 7 personnes sont mortes dans le glissement de terrain à Casamicciola. Parmi les victimes, il y a un bébé de 3 semaines, une petite fille de 5 ans et un garçon de 11 ans. Et plus de 5 personnes seraient toujours portées disparues. Le gouvernement italien a proclamé dimanche l'état d'urgence qui prévoit une procédure accélérée pour mobiliser des fonds et des moyens. Sur place, plus de 200 membres de la protection civile et des forces de l'ordre cherchaient encore les disparus dimanche, tandis que les habitants, aidés par des volontaires, tentaient de débloquer l'accès aux maisons, aux boutiques et aux voitures. Ces situations sont bien connues dans l'île d'Ischia. De nombreux séismes, éruptions volcaniques et intempéries ont déjà plongé cette région dans le chaos. Et en Chine, les populations s'exaspèrent face au maintien des mesures de confinement dues à la pandémie de la Covid-19. Des centaines de personnes ont défié les forces de l'ordre samedi et dimanche dans les rues de Shanghai et Pékin. On fait le point avec la rédaction d'Euronews. Des feuilles de papier blanc, symbole d'une population bâillonnée. Des centaines de personnes se sont retrouvées à Pékin ce dimanche pour dénoncer la gestion autoritaire de la pandémie exercée par le pouvoir chinois. Shanghai et Wuhan ont également vu des cendres dans la rue des manifestants. Le mouvement pourrait être le plus important depuis 1989 et les émeutes pro-démocratie de la place Tiananmen. Nous voulons les droits humains fondamentaux, nous voulons notre liberté, nous voulons libérer notre pays de ces règlements injustes et absurdes. Pour ma maison, pour mon pays, pour mon peuple, parce que je suis chinoise. Nous ne voulons pas des tests Corona, nous voulons la liberté. Nous voulons la dignité, nous sommes des humains, nous sommes chinois, nous voulons l'état de droit. À Shanghai, des centaines de personnes ont affronté la police ce dimanche, mais ces dernières heures, le pouvoir semble vouloir éviter toute contagion en bloquant les réseaux sociaux. Les infections au coronavirus en Chine augmentent toujours de manière exponentielle, avec près de 40 000 nouveaux cas ce lundi, un record depuis le début de la pandémie. Une page de culture à présent, la 2e édition de Creative Africa Nexus Canex s'est ouverte ce vendredi 25 novembre à Abidjan en Côte d'Ivoire. L'événement qui rassemble les professionnels du secteur culturel africain vise à renforcer le cadre d'échange entre les compétences sur le continent. Des détails avec la rédaction d'Africa 24. Organisé par Afreximbank et en partenariat avec l'Union africaine, cet événement qui rassemble des créatifs, des investisseurs potentiels, des leaders de l'industrie, des représentants de gouvernement est un espace de réseautage et de partage d'expériences pour les créatifs du continent et de la diaspora. Alors que l'Afrique dispose d'un vaste réservoir de talents, les revenus de l'industrie créative du continent représentent à ce jour moins de 1% du marché mondial pour une industrie qui brasse au niveau mondial des milliards de dollars. Le CANEX se présente donc comme une plateforme visant à soutenir ce secteur en Afrique et dans la diaspora par le biais de financement et du renforcement des capacités. Un environnement propice à l'exploitation et à l'autonomisation des jeunes talents créatifs africains, à la création des capacités institutionnelles, à la protection de la propriété intellectuelle et à l'amélioration de l'accès au financement contribuera à transformer l'industrie en une immense entreprise commerciale continentale capable de dominer le monde. L'ouverture officielle de cette édition du CANEX s'est faite en présence de plusieurs invités et membres du gouvernement de la Côte d'Ivoire, dont M. Patrick Jérôme Hachi, Premier ministre de la Côte d'Ivoire, qui a dans son discours de circonstance rappelé l'importance qu'il y a aujourd'hui pour l'Afrique de bâtir une industrie créative et culturelle forte, véritable levier de développement économique. La culture et les arts sont l'âme d'une démocratie, permettent la fraternité des cœurs,
mais ils doivent aussi être considérés désormais sur notre continent comme un moteur économique extraordinaire. Un moteur qui fut trop longtemps relégué à un simple divertissement, alors qu'il est l'une de nos industries les plus stratégiques avec la valeur ajoutée la plus forte. Cet événement créatif et culturel inédit qui se tient sur 3 jours sera ponctué par les masterclass, des expositions de mode, d'art et d'artisanat. Il permettra aux professionnels des industries créatives africaines de nouer des liens et d'établir de nouvelles relations d'affaires en traçant la voie à suivre pour développer les industries créatives et culturelles en Afrique. Et pour finir, Mondial 2022, après la victoire du Maroc sur la Belgique à l'issue du match et qui a opposé les 2 pays, les choses ont malheureusement dégénéré ce dimanche à Bruxelles. Des hordes de supporters marocains et belges se sont affrontés dans un quartier de la ville où plusieurs dégâts matériels sont à déplorer. On regarde. À Bruxelles, la fête a dégénéré en émeute. Après la victoire de l'équipe marocaine contre la Belgique ce dimanche, des dizaines de personnes se sont opposées aux forces de l'ordre pendant plusieurs heures. Ils s'en sont pris au mobilier urbain et des voitures ont été incendiées. La police belge a procédé à 11 arrestations. Les habitants du quartier font part de leur écœurement. Les jeunes, ils sont fous. C'est des adolescents, 14, 15 ans. Ils cassent tout. Moi, j'ai un commerce ici. Tous les trottinettes, ils ont tout cassé. Fair play, c'est pas ça, c'est du football. Donc il faut essayer de garder un peu la joie, la gaieté, mais je comprends pas cette violence, franchement, c'est décevant. Des stations de métro et de tramway ont été fermées et des rues bloquées pour limiter les attroupements. Au-delà de Bruxelles, des incidents ont également eu lieu à Anvers et à Liège, où une 50aine de personnes ont attaqué un commissariat. Ainsi prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien et surtout, restez sur A12, la chaîne d'ici et d'ailleurs.